Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h46 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique quelle justice face à l'ensauvagement, la haine sur les réseaux sociaux, beaucoup d'affaires. Alors les politiques, et puis il y a les affaires criminelles. Il y en a toujours, évidemment. Nous sommes avec Randall Schwerdorfer, qui est avocat bien connu. Vous avez vu, évidemment, son visage aussi à la télévision à l'occasion de beaucoup d'affaires. Il va nous dire ça. Ce livre passionnant chez Hugo Doc, Itinéraire d'un avocat hors norme. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci. D'être avec nous ce matin. Je dis oui parce que pour beaucoup de Français, vous avez été le visage de l'avocat dans l'affaire Jonathan Daval, quoi, puisque vous étiez son avocat, quoi. Hein. C'est ça. Après, on gère énormément d'affaires. J'en suis presque à 140 affaires criminelles traitées. Ouais. C'est vrai qu'on revient très souvent sur cette affaire. Je peux le comprendre, qui a été hors norme en termes de traitement médiatique. Certainement, je crois que c'est l'affaire la plus médiatisée au niveau judiciaire après l'affaire Grégory. Nous, on n'avait pas compris que ce serait aussi médiatisé. Ah bon? Non, absolument quand pas. Vous avez pris, alors que vous traitez beaucoup d'affaires criminelles hors norme. Ouais. Et celle-là était dans la norme. Ouais. Des affaires criminelles, totalement dans la norme. Elle était dans la norme? Elle est dans la norme des affaires criminelles parce que vous avez des affaires similaires, à peu près plus d'une centaine d'affaires similaires par an qui sont traitées par les cours d'assises, et mon cabinet en traite à peu près une dizaine par an de ce type d'affaires. Alors qu'il y a des affaires complètement exceptionnelles et dont on parle assez peu en réalité, mais je crois que la presse choisit, mais surtout le public choisit l'affaire qu'il va suivre. On a le cas de l'affaire du Jubilard, qui est de l'acabit de l'affaire de Jonathan Daval, si on peut parler comme ça. Ouais. Et qui effectivement va susciter une émotion impressionnante et qui va faire l'objet certainement d'un suivi équivalent à l'affaire Jonathan Daval. Alors que vous avez par exemple aussi cette affaire de l'anesthésiste. Quoi. Exactement. Alors nous, on a cette affaire de l'anesthésiste depuis... Rappelez, hein, de Frédéric Péchier, mis en examen pour 30 faits d'empoisonnement. C'est une affaire qui conteste les faits, et c'est une affaire qu'on a bien avant l'affaire Daval. Et les journalistes ne nous parlent que de cette affaire comme si on venait de rentrer une affaire hors norme, extraordinaire. Alors que pour le cabinet, on est très, très concentré déjà à l'époque sur l'autre affaire qui est bien plus difficile à gérer, bien plus complexe à suivre et qui est bien plus hors norme que toutes les affaires qu'on a eu à traiter d'ailleurs. Oui. Alors vous racontez ces 10 affaires criminelles assez incroyables. Hein, ça se lit comme un roman. C'est assez terrible. Il y a un petit dégagement également dans votre introduction. Vous parlez quand même aussi votre réflexion sur la société, la justice, etc. Bien sûr. Et notamment, par exemple, sur les réseaux sociaux. Vous racontez que vous n'êtes pas un fan, vous, des réseaux sociaux. Vous les fuyez? Oui, ça me fait peur. Je trouve ça terrifiant. Le fait que n'importe qui puisse s'exprimer, je veux dire, surtout ce qui me fait peur, c'est l'anonymat. C'est scandaleux, l'anonymat. On peut faire l'objet d'agressions, de harcèlement de la part de gens parfois totalement insignifiants qui se cachent derrière des noms qui n'existent pas et qui sont d'une agressivité sans limite, d'une méchanceté sans limite, absolument pas contenue. Ce qu'on appelle les rageux, je crois. Et je déteste ça, cette lâcheté ambiante de médiocres qui se permettent tout sous prétexte d'anonymat. Oui. Et vous racontez d'ailleurs que souvent ils ont un poids trop important dans les procès. Vous-même, vous avez été confronté à ça, je crois, dans la période MeToo, par exemple. Hein. Alors, oui, bien sûr, mais parce que vous comprenez que les réseaux sociaux touchent tout le monde. Ouais. C'est un média parallèle. Et c'est un média incontrôlé. Et les informations n'y sont pas contrôlées. Et c'est un média qui se transforme en tribunal médiatique, qui va décider qui est coupable de quoi, qui va condamner, préjuger sur la condamnation des gens. Vous avez cet animateur radio aujourd'hui qui fait se défrayer les réseaux sociaux où les gens les plus haineux les uns les autres vont déjà le précondamner, l'exclure totalement de la vie sociale de la société des médias. Et puis en face, vous avez aussi des chaînes, des producteurs qui ont peur, qui sont inquiets, qui mettent en retrait leur animateur, et puis qui font des enquêtes privées en se disant bon, j'espère que tout le monde va se calmer, et quand bien même ce type est innocent, la sanction sera déjà tombée parce qu'on donne trop d'importance à ces réseaux sociaux, sachant que je suis pas persuadé. C'est le tribunal populaire, quoi, aujourd'hui. C'est le tribunal populaire qui est devenu le tribunal au travers des réseaux sociaux. Le pilori aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Mais alors, comme vous travaillez sur cette matière justement de la justice, du contrôle dans des faits, présomption d'innocence. Qu'est-ce que l'on pourrait faire?
Ce qu'on pourrait faire, c'est... alors, il y a le système suisse, présomption d'innocence absolue. On n'a pas le droit de parler d'une affaire judiciaire en cours à partir du moment où une plainte est déposée. Elle ne relève pas de l'espace médiatique. L'espace médiatique, il me gêne pas. Moi, ce qui me gêne, c'est l'espace non, parce que paramédiatique. vous-même, les avocats, vous utilisez parfois cet espace médiatique pour médiatiser des affaires en se disant sinon elle va être étouffée. Quoi. Mais naturellement, et j'en parle dans ma première affaire, sans la presse, l'affaire Varley notamment n'aurait jamais pu aboutir sans l'aide d'un journaliste qui s'appelle Frédéric Jiménez. Bon, mais là je parle pas de presse, je parle pas de journalistes, je parle de gens qui n'ont pas d'éthique. Il n'y a pas de morale dans les réseaux sociaux. C'est la petite morale de chacun, la petite éthique de chacun qui va dicter les conduites. Vous avez une éthique de journaliste, vous vérifiez vos informations, vous ne vous permettez pas de précondamner quelqu'un sans avoir des éléments ou une décision judiciaire. Les réseaux sociaux se permettent tout, y compris et surtout le pire. Mais la grande difficulté, c'est de savoir comment les contrôler, quoi. Ça appartient aux politiques. Je crois savoir que dans certains pays, ça se contrôle et ça peut se contrôler. N'oubliez pas que vous êtes certainement vous aussi, comme moi, d'une génération qui n'avons pas connu les réseaux sociaux, qui n'avons pas connu les téléphones portables, qui n'avons pas connu les tablettes. On vivait très bien. Il y avait de la communication, il y avait de l'information. On n'était pas des handicapés de l'information à l'époque. Aujourd'hui, il va falloir à un moment faire le tri, et puis surtout, il va falloir casser cette dynamique d'anonymat. C'est ça qui est terrible. C'est l'anonymat, oui, c'est l'anonymat. C'est là où il faut à partir du moment où vous êtes journaliste, vous mettez votre nom, votre prénom bien sûr. Votre responsabilité en cause quand vous parlez comme moi. Et moi, parfois, je suis confronté à des gens qui sont de vrais lâches, je le dis comme je le pense, qui m'interpellent, que je ne connais pas, qui ont un faux nom, un pseudo, et qui se permettent tout parce qu'ils se disent, je peux dire tout ce que je veux, personne ne peut rien me faire. Et c'est ça qui doit cesser. Randall Schwerdorfer, vous êtes un avocat avec du caractère, et vous dites, vous écrivez, j'aime défendre le pire. C'est-à-dire? Je le dis, c'est dans le pire qu'un avocat est le meilleur, parce que on prête serment pour défendre ceux qui ont fait le pire. Et dans le pire, je crois qu'il n'y a pas de limite concernant l'être humain. Des fois, on me dit, mais vous avez défendu Jonathan Daval, c'est un monstre. Je dis, vous savez, regardez ce qui s'est passé dans le kibbutz il y a pas longtemps en Israël et en Palestine. Vous trouvez pas que des monstres, il y en a tout le temps? Regardez ce qui s'est passé pendant la Shoah. Regardez ce qui s'est passé dans les goulags sous Staline. Regardez comme l'être humain est monstrueux en réalité dans ce qu'il peut faire, dans le pire, y compris dans l'extinction de masse d'autres ethnies. Et on me dit, parce que un homme a tué sa femme, ce serait le pire des monstres. Non, je dis que la monstruosité est humaine, que les êtres humains ne sont pas des monstres, mais que... Mais comment les défendre, ceux qui commettent le pire, justement? Eh bien, il faut rechercher leur part d'humanité, ce qu'il y a de plus lumineux en eux, et le mettre en parallèle avec ce qu'il y a de plus sombre. Je pense que dans tous les êtres humains, il y a le pire et il y a le meilleur. Et nous, quand on les rencontre, souvent, ils sont tombés dans le pire, et il faut essayer de retrouver chez eux le meilleur. Merci beaucoup, Randall Schwerdorfer, itinéraire d'un avocat hors norme, 10 affaires criminelles incroyables, c'est aux éditions Hugo Doc. Merci beaucoup pour cette invitation.